Bien, je vous propose, sans plus tarder, de commencer. Mes chers collègues, le programme de notre mission d'information est dédié cette semaine aux représentants des associations d'élus. Nous commençons cette séquence décisive de nos travaux par l'échelon départemental. Je remercie l'Assemblée des départements de France de participer à cette audition et souhaite la bienvenue au Sénat successivement à Madame Marie-Pierre Mouton, en visioconférence, présidente du département de la Drôme, présidente de la commission éducation, sport, culture de l'Assemblée des départements de France, accompagnée de Monsieur Stéphane Magnin, directeur des bâtiments du département de la Drôme. À Madame Marie Sitters, vice-présidente du département du Nord, en charge de l'éducation et des collèges, en visioconférence également. À Madame Cécile Dumoulin, vice-présidente déléguée au collège et au numérique scolaire du département des Yvelines, accompagnée de Monsieur Benoît Garce, directeur général adjoint de la ville, patrimoine et construction, en présentiel pour le coup. À Madame Nathalie Léandry, vice-présidente en charge de l'éducation et du numérique éducatif du département des Hauts-de-Seine, en présentiel également, accompagnée de Monsieur Paul Grignoux et de Madame Sandrine Lemorvan. À Éric Ferrer, vice-président du département de la Réunion, en visio, délégué aux travaux bâtiments et à la valorisation du patrimoine. Et à Madame Marilène Jouvien, responsable des relations avec le Parlement à l'Assemblée des départements de France, en présentiel, que nous connaissons bien, de Marion Nahan, conseillère éducation en présentiel, et de Monsieur Édouard Guillot, conseiller environnement de l'ADF, en visioconférence. Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur Ferrer et le remercier d'être auprès de nous cet après-midi depuis La Réunion. Notre mission d'information tient en effet beaucoup à intégrer les problématiques ultramarines à son champ de réflexion. Outre la participation de M. Ferrer à notre table ronde, nous entendrons prochainement le directeur du Centre d'innovation et de recherche du bâti tropical et la directrice du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de La Réunion. Nous aurons également des auditions avec des recteurs d'académies ultramarines, Mayotte et Guadeloupe. J'indique à votre attention, mesdames et messieurs, que notre objectif est non seulement d'évaluer les besoins de rénovation des écoles, collèges et lycées liés à la transition écologique, mais aussi d'identifier les défis, notamment les juridiques et financiers, de cette rénovation pour les collectivités territoriales et surtout d'évaluer l'efficacité de l'accompagnement des élus locaux, s'agissant plus particulièrement de l'accès à l'information et à l'expertise. Je rappelle également que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo sera accessible sur le site du Sénat. Un questionnaire vous a été adressé en amont de cette réunion. Nous n'aurons vraisemblablement, comme souvent, pas le temps d'épuiser cet après-midi tous les sujets qu'il comporte, mais vous pourrez nous adresser par la suite des éléments écrits qui enrichiront notre réflexion. Je vous serai reconnaissant, d'autant que vous êtes plus nombreux que prévu, lors de vos exposés, de vous limiter à un temps de parole de 10 minutes environ, afin de permettre un temps d'échange avec vous après vos interventions. Avant de vous donner la parole, notre rapporteur Nadège Havet va vous poser une première série de questions. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui sur un sujet qui, de notre point de vue, est vraiment concret, en fait, pour vous, élus départementaux. Donc, pour essayer d'être efficace et courte pour pouvoir vous entendre au maximum, en fait, je vais commencer de suite à vous poser quelques questions. Est-ce que j'ai juste une question par rapport à la visio? Est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Merci.
Quels sont tout d'abord, au regard des enjeux écologiques, énergétiques et climatiques actuels, les principaux besoins des collèges, d'après vous, en matière de bâti scolaire et les opérations de réhabilitation les plus urgentes? Et quelle est approximativement, compte tenu des travaux déjà effectués à ce jour dans ce domaine, la proportion des collèges nécessitant une réhabilitation, à la fois pour se conformer aux règles fixées par le décret tertiaire de 2019, mais également pour faire baisser les dépenses liées à l'énergie ou pour mieux aborder les périodes de forte chaleur? Et si vous avez une idée du coût de ces opérations, nous sommes également preneurs. Je ne sais pas qui démarre en premier. Madame Mouton. Oui, bonjour, mesdames, messieurs les sénateurs et chers collègues. Quelques mots d'abord pour resituer le contexte. Les lois de décentralisation sont arrivées il y a 40 ans pour les départements en matière de collège et à l'époque, nous avons récupéré des bâtis qui étaient très vétustes. Donc, au-delà de la transition écologique aujourd'hui que nous abordons en particulier sur le sujet, il y a eu déjà une remise à niveau de l'ensemble des collèges et d'ailleurs, la Cour des comptes a fait un bilan assez positif de l'engagement des départements qui ont multiplié par 5 depuis 82 leur engagement dédié, enfin l'engagement dédié à la restructuration, à la rénovation, à la construction, à l'entretien des collèges. Alors bien sûr, on est très attentif à nos collèges. Les collégiens sont un grand public pour nous. Et on aborde l'ensemble des restructurations, voire des constructions lorsqu'il y a une dynamique démographique dans le cadre de la transition écologique, bien entendu. Cette transition écologique, elle nous a fait réfléchir d'ailleurs sur un référentiel collège. Et je pense que, je suis présidente de la Drôme, mais nombre de mes collègues dans nombre de départements ont réfléchi à cette transition écologique et à la fonctionnalité de leur établissement sur la base de référentiels collège de demain, qu'on a co-construit en plus avec la communauté éducative. Et je pense, on parle collège, mais quand on parle collège, on parle aussi gymnase, et quand on parle collège, on parle aussi internat. Et évidemment, il y a des transitions écologiques, mais il y a des transitions sociétales. C'est-à-dire que nos jeunes n'ont pas la même idée du confort que nous. Et bien entendu, il a fallu s'adapter dans nos référentiels, que ce soit collège, internat ou gymnase, à tout cela. Et quand on a cette grande vigilance sur nos bâtiments, on pense fonctionnalité, espace modulable, que ce soit en rénovation ou en construction, on pense architecture, et il faut aussi se rappeler qu'il y a des collèges ruraux ou même d'ailleurs urbains, où il y a des périmètres aussi qui sont induits par des bâtiments qui sont classés, donc on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Il y a aussi la qualité des matériaux sur lesquels aujourd'hui on est très focalisé, et on recherche aussi des matériaux biosourcés. On prend appui aussi sur le bois, par exemple. Il y a aussi évidemment le volet énergétique. Et quand on parle rénovation, on pense systématiquement relamping par exemple, mais restructuration ou même construction, on pense chaudière à bois, on pense plan d'isolation, ventilation, performance énergétique, suivi des consommations. Et tout ça, c'est inscrit dans nos plans des collèges de demain, dans tout ce qui est rénovation, et on a systématiquement le souci, par exemple, je viens de construire un nouveau collège, il est tapissé de photovoltaïques sur 700 mètres carrés. On a fait régulièrement, et depuis nombre d'années, on n'a pas attendu cette période-là de guerre d'Ukraine et de crise énergétique pour réfléchir aux économies de fonctionnement, parce qu'évidemment, dans nos départements, comme dans toutes les collectivités, les dépenses de fonctionnement sont vraiment à l'ordre du jour, et chaque jour dans la gestion de nos collectivités. Pour vous dire aussi que, parce que vous en avez fait état dans les différentes questions, c'est que vous nous avez parlé, et c'est vrai qu'on a reçu l'année dernière un guide du bâti scolaire qui avait été écrit par le ministère. Moi, je vous le dis très simplement, comme j'ai pu le dire au ministre de l'Éducation nationale, ce bâti scolaire, il a été rédigé dans les bureaux des ministères
sans se préoccuper de la réalité de terrain, sans se préoccuper de la co-construction, sans se préoccuper qu'il y a des territoires ultramarins, qu'il y a des territoires ruraux, des territoires urbains. On ne fait pas les mêmes choses partout, on n'utilise pas les mêmes matériaux. Et voilà, j'étais un peu dubitative, d'autant que ça nous met souvent en porte-à-faux aussi avec la communauté éducative, avec les enseignants qui reçoivent ça de la tutelle de leur ministère et qui disent « Ah ben c'est écrit là, vous devez nous faire ci, vous devez nous faire ça ». C'est un peu compliqué, surtout qu'on a l'habitude dans les départements, qui sont des échelons assez pertinents pour pouvoir dialoguer et co-construire, de réfléchir l'ensemble de nos actions à l'aune justement de la co-construction. Et puis, derrière tout cela, bien sûr, et je pense qu'on en reparlera, il y a la question du financement. Voilà, toutes les collectivités, aujourd'hui, vous le savez, hein, on n'a plus de marge de manœuvre, on n'a plus d'autonomie financière pour mettre en œuvre tout cela. Et voilà, et les départements sont plus ou moins confortables sur leur budget aujourd'hui. Malgré ce, on sait, et vous disiez, combien ça va vous coûter. Un nouveau collège, ça coûte presque 30 millions d'euros, entre 25 et 30 millions d'euros selon la capacité à recevoir, et que tout ça, ça se co-construit sur un plan pluriannuel d'investissement, bien sûr, avec des aides qui manquent un peu. Certes, il y a le fonds vert, mais quand, par exemple, il y a des appels à projets, il faut répondre avant même d'avoir pensé le sujet en 15 jours. Donc, soit effectivement, c'était à l'ordre du jour de la collectivité, on est en capacité de répondre dans les 15 jours à un appel à projet, soit alors on sait que de toute façon, ces financements, nous ne les aurons pas. Merci Madame la Présidente. Qui suit? Alors, moi, dans mon déroulé, j'ai, si elle le veut bien, Madame Marie Sisters, vice-présidente du département du Nord, mais qui est également en visio. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Madame la Présidente a pratiquement tout dit et je pense que pour le Nord, alors un département un petit peu hors norme, hein, autant dans sa population, dans son nombre de collèges, 202 collèges publics. On parle aussi du bâti et qui est lié, et je vous rejoins, tout ce qui est logement de fonction. Nous, c'est 882 logements de fonction pour ces 202 collèges. Donc, vous imaginez que la question de la transition écologique est au cœur de nos préoccupations pour le département du Nord. Alors, c'est vrai qu'on a on travaille sur le volet donc, de la réhabilitation, de la rénovation, de l'entretien des bâtiments, de la reconstruction. Et puis, on a une grosse enveloppe qui s'appelle le GER, un gros entretien rénovation, là où on a axé notre politique Nord durable et sur lequel donc on va aller travailler sur 4 items spécifiques, sur la réfection des étanchéités, l'isolation des toitures terrasses, la remise à niveau du déploiement des GTB sur la totalité du parc des collèges. On va travailler également sur l'installation de panneaux solaires et photovoltaïques en autoconsommation quand cela est possible. Et puis sur le remplacement des éclairages des salles de classe en LED. Donc ça, c'est un gros chantier qui fait l'objet de toutes nos attentions. Et aujourd'hui, systématiquement, lorsqu'on parle d'entretien des collèges, on a toujours ce focus Nord durable qui est accolé à nos travaux. On a aussi mis en œuvre un contrat de performance énergétique pour 4 collèges dans l'Avesnois, pour permettre aussi de faire des économies substantielles sur ces collèges-là. On a une moyenne d'âge de nos collèges. Alors, je suis accompagnée de notre directeur des bâtiments, moyenne d'âge de 27 ans. Le plus vieux collège, je crois, une centaine d'années. Le plus récent, enfin, il y en a un qui est en train de se construire, et donc ça me fait parler aussi un autre sujet, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle opération, on labellise ces opérations. On est sur du HQE. Là, on est en train de reconstruire un collège à Cambrai avec une ossature bois, enfin majoritairement en bois, avec un niveau d'évaluation qui est important, et voilà, on va chercher de la performance plus. Donc voilà, tout ça est obligatoire et nécessaire pour faire fonctionner nos 202 collèges. Vous demandiez à peu près l'état des collèges au regard des enjeux
Donc, on a une quarantaine de collèges encore vraiment à réhabiliter pour atteindre des performances énergétiques meilleures. Au niveau vraiment de tout ce qui est plus technique, je vais laisser M. Berthoud en parler parce que là, on parle chiffres, on parle pourcentage et j'avoue que je maîtrise moins. Je vais essayer de compléter, mais déjà beaucoup de choses ont été dites. Donc nous avons 2 centres de collège. Il faut considérer qu'à peu près la moitié des collèges ont été reconstruits. Une soixantaine ont fait l'objet de réhabilitation lourde, notamment de rénovation de l'étanchéité, des menuiseries et de l'étanchéité à l'air. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le cadre du décret tertiaire applicable en 2030, il nous reste à peu près un effort de 5% à gagner, soit de 7 millions de kilowatts par rapport à la consommation annuelle que nous avons, puisque c'est le fruit de quasiment 30 ans d'activité de rénovation de collège, autour desquels nos 30 derniers collèges reconstruits ont fait l'objet d'une certification HQE par l'organisme Certivéa, et c'est quelque chose qui se poursuit sur l'ensemble du patrimoine. Je rejoins ce qui a été dit concernant les opérations. Effectivement, une opération de construction ou de réhabilitation se fait forcément à l'issue d'un échange avec les communautés éducatives, puisque un collège, ce n'est pas un objet monolithique qui se répète. On n'est plus à l'ère des modèles, et donc il y a forcément une adaptation et du programme et du contenu au cadre bâti et à son environnement urbain. Donc pour tout un tas de raisons, y compris les raisons de périmètre classé, mais aussi à une réponse précise à une demande particulière des équipes éducatives. Ce qui fait et accessoirement, la rénovation énergétique, on ne peut pas prendre la rénovation énergétique comme étant un sujet dissocié du reste. On a toujours systématiquement une adaptation fonctionnelle à joindre, puisque les pratiques de l'éducation nationale évoluent, et puis après les effectifs des collèges aussi évoluent par eux-mêmes. Donc on a toujours un minimum d'adaptation fonctionnelle, et accessoirement on a aussi la mise aux normes ADAP qui intervient, puisqu'il y a un calendrier qui court sur l'accessibilité des collèges, même si pratiquement 95% de nos collèges sont équipés, il y a toujours des adaptations à faire. Ce qui fait qu'une opération de rénovation de collège, on raisonne rarement uniquement en rénovation thermique, sauf sur les points dont a parlé Mme Sitters à l'instant, notamment les rénovations de toiture, enfin ce qu'on a appelé le plan mur durable, qui est plutôt une orientation technique, une orientation générale par collège. Si on raisonne sur un collège sur lequel il y a une mise à niveau importante, il faut considérer qu'il y a à peu près un tiers du budget qui correspond à l'amélioration énergétique, un gros tiers qui correspond aux adaptations fonctionnelles diverses et variées, et le reste, c'est des adaptations techniques ou des choses qui sont liées à la mise aux normes en tant que telle. Ce qui fait que, ce qui nous pose, quand on parle un peu de financement et de budget à mettre en œuvre, je rejoins ce qui a été dit sur le fonds vert. Le fonds vert, il faut avoir fait toute une série d'études préalables, notamment les diagnostics thermiques préalablement, ce qui suppose pour les collectivités locales, d'avoir les moyens techniques et humains pour pouvoir mener ces études préalables, accessoirement aussi les moyens financiers, parce que ça sous-entend un certain nombre de diagnostics préalables, sinon le dossier n'est pas éligible, et surtout qu'on a été là, on a répondu pratiquement dans un délai qui était excessivement court. Donc heureusement qu'on avait engagé déjà des études et un diagnostic et un plan pluriannuel où on a identifié un certain nombre de collèges, sinon on n'aurait pas été capable de souscrire à des opérations qui sont éligibles. Ça, c'est un point qui est très important, ce qui pose un vrai problème pour des petites collectivités locales qui n'ont pas forcément toujours les moyens et humains et techniques pour pouvoir réaliser ces diagnostics. Oui, c'est vraiment une grosse complexité, mais Madame la Présidente, juste avant, vous l'avez dit, et c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous et d'aller comme ça en réaction sur des dispositifs qui sont intéressants. Hein. On ne va pas se le cacher, c'est important aussi qu'on puisse aller en bénéficier, mais on a vraiment cette difficulté-là
de devoir réagir très vite et de devoir ne prendre en compte qu'une réhabilitation thermique ou d'amélioration thermique en tout cas. Et à côté de ça, nous, on a quand même beaucoup de fonctionnalités à gérer en même temps. Et c'est vrai que ça, c'est pas pris en compte. Donc, c'est une difficulté. Merci à tous deux. Oui, allez-y. Je vais juste terminer pour vous donner un ordre de grandeur. Vous le verrez dans les documents qu'on vous transmettra. Le coût de l'énergie pour le département du Nord est passé entre 2021 et 2023 de 11 millions à 35 millions. Impressionnant. Ouais. Merci, vous aurez la parole tout à l'heure. Je poursuis le tour de table. J'invite maintenant Madame Cécile Dumoulin à bien vouloir prendre la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Mesdames les Sénatrices, mes chers collègues. Donc, pour vous dire, le département des Yvelines, c'est 115 collèges qui représentent 760 000 mètres carrés. Donc, c'est 82% de notre patrimoine bâti. Donc, comme nos collègues, nous n'avons pas entendu les précédentes préconisations du décret tertiaire pour pouvoir avoir des actions assez fortes pour la sobriété énergétique, notamment par maintien en chauffage à 19 degrés, une participation de concours cubes de collèges, une efficacité énergétique qui, par le renouvellement de nos installations de chauffage, qui a permis un gain entre 10 et 20%, et le recours aux énergies renouvelables en pouvant se raccorder le maximum à des systèmes de raccordement aux chaleurs urbains, ce qui fait que entre 2017 et 2022, nous avons déjà réduit de 17% notre consommation énergétique. Entre 2020 et 2021, nous avons réalisé un audit énergétique sur l'ensemble de nos collèges qui a identifié à peu près 79 collèges qui avaient besoin d'une rénovation thermique. Je rajoute à ça 15 collèges pour lesquels on a un plan de... je pense que les Hauts-de-Seine, c'est pareil, un plan de collège avec très peu énergivores, avec des matériaux biosourcés. C'est des collèges qui sont assez ambitieux, donc avec 3 cités scolaires pour un budget de 750 millions d'euros pour 15 collèges. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons aussi souhaité avoir un recours aux énergies renouvelables par l'équipement de toitures solaires, par exemple, dans 65 à 70 collèges, pour un montant de 10 millions d'euros. Donc ça, c'est un investissement qui est important parce qu'il permet d'avoir un retour sur investissement rapide. Il y a des investissements qui sont des investissements pour lesquels on sait que ce retour sur investissement sera rapide. Celui-là l'est. Un deuxième qui est sur l'amélioration des systèmes de chauffage et de ventilation. On a fait un CPE système sur 24 collèges, donc pour un montant de 35 millions d'euros. Et donc ça, on a un retour sur investissement qui est à peu près sur 20 ans. Donc c'est aussi un investissement qui est important. Et on a identifié aussi d'autres collèges. Donc il en reste 50 qui doivent avoir un plan de rénovation. Donc nous, comme les autres départements, on a aussi une approche qui peut être globale, parce que quand on a des opérations assez lourdes, on essaie aussi de traiter pas simplement l'extérieur, l'isolation, mais on travaille aussi sur la restructuration, parce qu'on est extrêmement attentif au bien-être des collégiens. Et d'ailleurs, à côté du référentiel sur l'écologie, on a aussi un référentiel fonctionnel qui s'applique dès lors qu'on reconstruit. Donc, pour nos 50 collèges, on en a identifié une dizaine, et pour un montant de 80 millions d'euros, qui est prévu et budgété pour la fin du mandat. Si on devait faire l'intégralité de ces collèges, on tendrait pour 400 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est des investissements qui sont extrêmement importants. En parallèle, on a développé aussi un plan de bien-être dans les cours, avec une végétalisation des cours qui va concerner une cinquantaine de collèges pour un montant de 80 millions d'euros. Donc c'est à la fois aussi évidemment des îlots de fraîcheur, végétalisation, mais aussi le bien-être, et ça se fait en concertation avec les équipes éducatives. Voilà, donc et donc je vous dis, le CPE système, je vous l'ai pas dit, ça permet de baisser de 30% les consommations énergétiques
de nos 24 collèges concernés. Donc l'ensemble de ces dispositifs qui ont été, pour la plupart, votés, qui sont en cours, ça nous permettra effectivement d'atteindre les objectifs qu'on nous fixe à l'objectif 2030. On a le département des Yvelines est un département qui a des ressources financières, puisqu'on a un budget d'investissement pour 2022 qui était de plus de 420 millions d'euros. Donc on a un volant financier assez important. Pour autant, quand on voit le fonds vert, je rejoins mes collègues, c'est quand même assez difficile à mobiliser. Et pour l'année, pour 2023, c'est 4 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est aussi quelque chose qui est pas non plus à la hauteur des enjeux. Et si je devais formuler une proposition, en fait, pour pouvoir être quelque chose qui serait de nature à faire avancer et faciliter les mobilisations des financements de l'État, c'est qu'on puisse avoir une approche de contractualisation. Parce que c'est vrai que quelque chose qui se fait au projet, soit on l'a déjà voté, donc les financements sont actés, soit la réflexion n'est pas assez engagée. Donc cette idée de contractualisation, avec un effet pluriannuel, permettrait donc de donner un petit peu de solidité dans notre politique ou dans les politiques plus générales. Parce que comme je vous l'ai dit, nous on a pour les années à venir l'engagement financier, mais vous voyez bien qu'on ne traite pas l'intégralité et que la marche est très haute si on veut arriver aux objectifs qui sont fixés par l'ensemble des partenaires. Voilà. Juste une précision, pardon, Jean-Marie. Je remets le micro pour les personnes. Ce que vous appelez CPE système, c'est oui. De la domotique? C'est à la fois sur la ventilation, le chauffage et l'éclairage. C'est des contrats de performance énergétique, voilà, donc ils assurent, les titulaires du marché assurent à la fois les investissements et la maintenance. En fait, on appelle ça système par opposition à des CPE qui toucheraient sur le bâti par l'isolation. Là, on est vraiment sur des collèges sur lesquels on n'a pas besoin d'intervenir sur l'enveloppe, mais on renouvelle uniquement les systèmes, donc effectivement chauffage, ventilation, électricité principalement. Merci Madame Dumoulin. À présent, nous allons dans les Hauts-de-Seine avec Madame Nathalie Léandry. Monsieur le Président, merci. Mesdames les sénatrices, chers collègues. Bien, écoutez, moi je vais un petit peu répéter ce que vient de dire ma collègue Cécile, puisque le 78 et le 92, tout ce qui a été programmé, ça a été fait au niveau du bâti par mon voisin, monsieur Paul Crignoux, qui est en DGA en charge des bâtiments, qui était sur le 78. Donc vous allez retrouver bien sûr beaucoup de choses qui se font dans le 78, donc je vais essayer d'être assez concise. Donc au niveau de notre département, donc c'est 93 collèges, ça représente les 3/4 du bâti du département. Nous avons bien sûr des projets de bâti neufs. Nous en avons 10 pour une somme de 500 millions d'euros jusqu'en 2028, avec bien sûr des gains attendus pouvant atteindre 54%. Et nous, en moyenne, les collèges, on y met 35 millions d'euros. Je parle bien en moyenne, avec un référentiel de haute qualité environnementale. Alors, il y a les CPE, en effet, tu en as parlé, donc sur 62 collèges. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a initié cette aventure depuis 2019. Donc, nous avons vraiment eu un retour sur investissement avec des baisses, des diminutions de consommation considérable à partir de 3 ans. On atteignait 10%, là on en est à 30%, donc on est très confiant pour ce qui est préconisé pour 2031. Nous avons également donc 21 collèges, alors là qui sont plus énergivores. Nous sommes en réflexion parce qu'il y a une somme de 150 millions qui est programmée, mais ça concerne quand même 7-8 millions d'euros par collège. Donc il faut s'interroger quand même sur cette façon de démolir et reconstruire, mais plutôt peut-être se diriger vers le déploiement des énergies renouvelables.
En tout cas, ce qu'il faut employer, c'est réaliser qu'une fois les investissements pour pouvoir atteindre des performances directement sur 2040 et non pas réinvestir tous les 10 ans, donc faire des investissements à plus long terme. Nous avons des projets d'îlots repensés d'ici 2028, donc avec 34 collèges, donc ce que les collégiens ont appelé îlots verts, c'est la végétalisation des cours. Donc ça, c'est en étroite collaboration, bien sûr, avec les équipes éducatives, parce que je crois qu'on a parlé de bien-être, c'est quand même le maître mot de ces démarches-là, hein. C'est permettre à nos élèves de vivre au mieux, et les équipes éducatives également, ils sont très en attente quand même de pouvoir vivre correctement au quotidien dans ce bâti qui est dit, vous l'avez dit, Madame la Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dans un état catastrophique lorsque certaines collectivités ont récupéré ce bâti. Donc voilà, et puis, que puis-je vous dire? Et puis, il faut penser bien sûr à tout ce qui est communication et sensibilisation. Donc c'est vrai que nous mettons en place aussi beaucoup de dispositifs. On a parlé des îlots verts. On peut parler aussi du comportement, parce que rien qu'une démarche comportementale, on peut arriver très facilement à des baisses de consommation. On atteint facilement les 20%, c'est ce qu'on a fait dans certains collèges avec justement ce projet CUBES, où on a quelques collèges qui participent à cette expérimentation. Et aussi la formation de nos agents. Je crois que c'est important de les former sur comment gérer un bâtiment. Alors gérer, c'est-à-dire comment gérer le chauffage, comment gérer la lumière, pourquoi, comment, la veille des vacances, la veille des week-ends, des petits gestes très simples qui sont vraiment faisables par tous nos élèves, par tous nos enseignants. Il suffit simplement de l'initier et de leur faire comprendre avec des gestes au quotidien, on puisse baisser vraiment la consommation. Donc voilà, en balayant rapidement ce que nous avons pu faire. Peut-être M. Crignou, puisqu'il a la connaissance des 2 départements 78-92, peut-être veux-tu rajouter quelques éléments? Oui, peut-être pour compléter. Pour les Yvelines, et je pense qu'avec mon collègue, on s'en parle beaucoup, on est d'accord. Là où nous en sommes, en fait, c'est de se dire il y a des investissements qui sont utiles pour la baisse des consommations. C'est ce qu'on a appelé les CPE systèmes. Ça marche, on l'a fait. D'autres départements, ça a été dit tout à l'heure, l'ont fait aussi. Et on va dire pour à peu près 3/4 du patrimoine, c'est-à-dire celui qui est le plus performant, le plus récent, ou d'ailleurs pas forcément toujours plus récent, parce que moi j'ai un collège, nous avons un collège qui a un siècle, et il est très performant. Après, ça dépend des périodes de construction. En tout cas, pour le 3/4 du patrimoine, aller changer les fenêtres, mettre de l'éclairage LED, ou faire des interventions sur les systèmes de ventilation de chauffage, c'est peu coûteux, ça coûte moins d'1 million d'euros par collège, et ça apporte en 3-4 ans des économies substantielles de l'ordre de 30%. Si à ça on ajoute les améliorations de comportement d'usage, voilà, on peut aller vers les 40%. Par contre, on a 1/4 de notre patrimoine où les investissements là sont colossaux. Ça a été dit par les Yvelines notamment, mais c'est la même chose dans les Hauts-de-Seine, où là vraiment on s'interroge aujourd'hui, après quelques années à mettre en œuvre ces CPE, de savoir est-ce que c'est de l'argent public vraiment investi à bon escient, quand on regarde des retours sur investissement qui sont de l'ordre du siècle à peu près. Voilà. Et d'autant que vraiment, et ça c'est quelque chose aujourd'hui qui nous fait réfléchir, c'est que là on parle d'énergie, mais on ne parle pas de bas carbone. C'est-à-dire qu'aller faire des travaux sur 1/4 de ces collèges, ça veut dire des investissements très importants, soit de la reconstruction, soit de la réhabilitation lourde, des impacts carbone importants, alors que peut-être, et on l'a dit aussi un peu, et c'est ce qu'on est en train de lancer, aller mettre ces investissements sur de la production d'énergie renouvelable, c'est peut-être globalement, on va dire, dans l'écosystème global, peut-être un investissement plus pertinent. Alors aujourd'hui, le système favorise l'investissement et les travaux, mais il ne favorise pas la recherche de production d'énergie renouvelable. Alors il y a le photovoltaïque qui, en Île-de-France, est une possibilité pour à peu près 1/3 de notre patrimoine, ça vaut à peu près le coup. Voilà, sur 1/3 de notre patrimoine, on peut en poser. Mais il y a un potentiel géothermique extrêmement important en Île-de-France, notamment dans l'ouest parisien,
qui est aujourd'hui, on va dire, déconnecté de ces réflexions-là. Donc nous, voilà, pour dire, dans les Hauts-de-Seine, en tout cas, nous en sommes là, c'est-à-dire 150 millions, 200 millions d'investissements sur un quart de nos collèges. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre ces financements dans de la production d'énergie renouvelable locale, type géothermie? Voilà. Quitte à faire des travaux beaucoup plus modestes sur ce patrimoine et de le garder, en tout cas pour l'instant, un peu énergivore. Merci. J'aurais bien aimé avoir une précision sur qu'est-ce que le projet CUBES. C'est un projet... Non, comme ça, vous pourrez... c'est un projet national. Alors, je ne vous cache pas que pourtant il est très très intéressant, qui permet justement, on parlait des comportements des élèves pour savoir où ils en sont de leur consommation, puisque c'est bien vraiment de les impliquer, mais ils sont très demandeurs. Alors, je ne vous... Pardon ? C'est le concours CUBE, version scolaire. Version scolaire. S. Ah, l'acronyme, vous vouliez... En fait, c'est porté par l'IFPEB, mais j'imagine que bon, vous aurez... Mais c'est concours CUBE national, version scolaire, avec le S. Voilà, donc nous avons apporté un soutien logistique, par exemple des thermomètres pour mesurer la température du bâtiment, de la classe, le matin quand on arrive, le soir quand on repart, au retour des vacances, etc., au retour des week-ends. Et je ne vous cache pas que là, c'est un peu récent, donc on est allé chercher un petit peu les collèges. Nous en avons eu peu cette année, mais je pense que ça va... C'est très parlant, les résultats sont quand même très très parlants et je pense que ça va permettre quand même à d'autres collèges de s'approprier ce dispositif. Un exemple, Monsieur Créniou, vous avez le tableau sous les yeux, donc sur un collège, on arrive jusqu'à 48%. Alors c'est un peu théorique parce qu'en fait on fait une simulation de consommation énergétique du collège. Et ensuite, on mesure la consommation réelle. Donc, c'est pas non plus une baisse réelle. Voilà. Mais par rapport à ce qu'un collège... voilà, moi j'ai des exemples, on est entre moins 35 et moins 45%, mais c'est entre du théorique et du réel. Et c'est que du comportemental. Alors l'idée du concours, c'est pas tant d'ailleurs en valeur absolue d'obtenir un résultat chiffré, c'est en fait de classer les collèges entre eux par rapport à un objectif théorique et de voir où ils se situent en baisse, c'est-à-dire que c'est le pourcentage. Donc le premier est celui qui fait le plus le meilleur score. Voilà. Merci. Avant de passer la parole aux représentants de la Réunion, je suis interpellé par Madame la sénatrice qui... Mais ne posez pas toutes vos questions tout de suite, il faut regarder pour la fin. Bon, d'accord, merci. Non, justement, rebondir. Marie-Pierre Monnier, et puis je salue Marie-Pierre Mouton. Voilà, un salut amical. Oui, justement, CUBES, quand même, il y a quatre piliers. Donc oui, au niveau du comportement, mais moi, je voulais vous interroger plutôt sur le volet collectivité. C'est des actions d'exploitation, de maintenance, amélioration de pilotage allant jusqu'au commissionnement complet des équipements et maîtrise d'ouvrage, et savoir si vous estimez que ce volet qui concerne les collectivités est à la hauteur des enjeux en matière de réduction. Et je poserai ma question tout à l'heure, la deuxième. Rapidement, en fait, ce que nous avons fait, c'est que ce volet-là, nous l'avons mis dans ce que nous avons appelé notre contrat de performance énergétique système. Voilà, où toutes les installations sont pilotées. Nous en avons renouvelé un certain nombre, celles qu'ils nécessitaient. Nous avons fait les travaux d'amélioration et aujourd'hui, donc, on a un pilotage, et y compris d'ailleurs une surveillance à distance des consommations, des températures et tout un système qui nous fait remonter cette donnée pour l'exploiter. Voilà. Mais peut-être ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans le cadre des programmes de gros entretiens renouvellement, en général, quand on renouvelle des systèmes de chauffage ou de ventilation, pas forcément dans le cadre d'un CPE, parce qu'on a aussi des programmes d'investissement récurrent en dehors de ce cadre contractuel, on intègre la question de la GTB, de la gestion technique du bâtiment, donc d'avoir ces outils de pilotage en fait intégrés à chaque fois qu'on renouvelle ce genre d'équipement. Très bien. À présent, je passe la parole à Monsieur Éric Ferrer, vice-président du Conseil départemental de la Réunion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je veux souhaiter donc une bonne soirée. Et nous concernant,
Je dirais qu'aujourd'hui, donc à l'île de la Réunion, sur 70 collèges publics qui composent le patrimoine scolaire de la collectivité départementale, seuls 3 collèges utilisent le chauffage électrique comme mode de chauffage, puisque donc, ces 3 collèges se situent dans ce qu'on appelle la zone des hauts de l'île, où donc, les températures descendent des fois de manière assez basse, notamment pendant la période qu'on appelle la période hivernale, qui couvrait d'avril au mois de septembre. Alors, ces établissements sont situés dans les Hauts. Il y a le collège Pedomé, le collège Aljas-Corée, situé sur la commune de Sillaos. Sillaos étant un des 3 cirques de l'île de la Réunion. Le collège Michel-Debré, situé sur la commune du Tampon et à la plaine des Cafes. Le collège Gaston-Crochet, qui lui se situe aussi à la plaine des Palmis. Alors, le patrimoine départemental des collèges constitue un parc immobilier vieillissant. En effet, le plus vieil établissement de l'île, le collège Boisbon, a été construit en 1874. On ne parlait pas du tout de tout ce qui est de normes thermiques à l'époque. Et globalement, sur les 78 collèges existants, 62 collèges ont été construits avant 1997. 4 collèges ont été construits entre 1997 et 2000 et 12 collèges ont été construits après les années 2000. Au regard de ce constat, il convient de noter que la plupart des bâtiments construits avant 1997 contiennent de l'amiante. Les opérations de réhabilitation sur ces bâtis scolaires ont donc un impact financier important, alourdi la plupart du temps de travaux de désamiantage conséquents. Les fonds européens constituent une part non négligeable de financement dans ces travaux, où apparaît le volet de rénovation thermique des infrastructures à usage d'éducation et de formation. Alors, conscient de la nécessité de poursuivre ces actions dans ce domaine, le Conseil départemental a voté un plan de transition écologique et solidaire qui vise à réduire l'impact carbone et l'impact de la collectivité sur l'environnement, notamment en minimisant l'installation de climatisation dans les salles de classe et en privilégiant une aération et une ventilation suffisantes. Par ailleurs, au titre des actions menées en faveur du développement durable et plus précisément du développement des énergies renouvelables, notre collectivité a lancé un appel à projets ayant pour objectif la production d'énergie électrique à partir d'unités photovoltaïques positionnées sur les toitures des bâtiments publics départementaux, dont, bien entendu, les collèges. Le soleil, c'est quelque chose qui ne manque pas à La Réunion, c'est une source d'énergie inépuisable et durable. Ainsi, à ce jour, une trentaine de collèges sur les 78 collèges publics sont équipés de panneaux photovoltaïques avec une capacité de 11 gigawatts. Le système de ventilation des bâtiments scolaires avec des ouvertures transversantes, présence de narcos ou jalousies de part et d'autre des salles de classe assure de manière globale un bon renouvellement de l'air dans les locaux d'enseignement. Par ailleurs, et depuis le renforcement réglementaire du système de surveillance de la qualité de l'air, notamment dans ces établissements, il convient de noter que les évaluations des moyens d'aération et des mesures de la qualité de l'air ont été initiées sur un site pilote, à savoir le collège Juliette Dodu sur la commune de Saint-Denis. Ces évaluations, en lien avec le rectorat et la TMO Réunion, seront reproduites dans les autres collèges de l'île. Dans cette attente et pour permettre la surveillance régulière demandée des collèges, les collèges seront dotés de 8 à 9 capteurs de CO2. Alors, quelques chiffres quand même concernant les dépenses d'énergie. Alors, si on prend sur la période 2019 à 2021, en termes de consommation énergétique des collèges en kilowattheure, on est passé en 2019 à 12 734 240 kWh et en 2021, on est arrivé à 10 997 774. La facture énergétique des collèges, en 2019, on était à 2 470 415
euros pour arriver à 2 270 625,24. Ça ne descend pas autant puisque donc, il y a aussi là-dedans, bien entendu, le prix du kilowattheure. Alors, en ce qui concerne la part de la facture énergétique par rapport à l'ensemble de la facture du patrimoine bâti, 2019, on était à 61,6%, 2021 à 59,33%. Alors, il n'y a pas eu en fait d'impact significatif du coût de l'énergie dans les 3 collèges de l'île qui sont aujourd'hui chauffés électriquement. Et il faut savoir aussi que les périodes de chaleur de l'île de la Réunion, même si elles restent élevées, n'atteignent pas les situations caniculaires qu'on connaît en France métropolitaine. Toutefois, avec les effets de réchauffement climatique, les questions liées aux chaleurs ressenties dans les salles de classe et à l'ensoleillement lors des activités sportives deviennent de plus en plus récurrentes. La ventilation avec les ouvertures transversantes couplées à la présence de brasseurs d'air assure pour le moment le rafraîchissement des salles. Les audits énergétiques liés au dispositif éco-énergie tertiaire vont être lancés pour tous les collèges. L'arrêté valeur absolue n'ayant pas encore été publié pour les DOM, il nous est difficile de savoir si certains collèges se rapprochent déjà de cet objectif. Il nous est donc difficile à ce jour de quantifier le nombre d'établissements qui n'auraient pas besoin de réhabilitation lourde, mais au regard de notre connaissance de notre patrimoine, une grande majorité des collèges devront être rénovés d'un point de vue thermique. Je suis accompagné ce soir de notre directeur, donc de notre directeur du bâtiment, donc Monsieur Patrick Pelligrini, que je vais maintenant passer la parole. Merci, bonsoir. Donc, pour compléter ce qu'a dit le vice-président, Monsieur Ferrer, pour faire des économies d'énergie, le département investit en changeant des lampes, donc en faisant du relamping, donc en mettant des lampes beaucoup moins consommatrices au niveau énergie, ce qui a permis effectivement de faire baisser cette consommation d'énergie à partir de 2021. Comme ainsi a pu dire notre vice-président, nous avons un parc vieillissant et aujourd'hui, on a des travaux assez lourds à faire sur nos collèges, alors qu'ils ne sont pas dans le volet rénovation thermique, mais notamment au niveau étanchéité. Alors même si effectivement, quand on refait l'étanchéité, après, on fait une étanchéité en fait qui est isolante. Donc on arrive un petit peu aux 2 objectifs. Mais on a quand même des investissements conséquents à faire. Aujourd'hui, le département investit à peu près 25 millions d'euros par an dans les collèges. Il y a de moins en moins de collèges neufs. Le dernier collège neuf a été fait il y a à peu près 4 ans. On a un collège qui est en projet qui se fera d'ici 4-5 ans. Donc on est plutôt dans de la réhabilitation. Donc on est quand même sur des enveloppes assez conséquentes. Merci beaucoup. Pour la suite, je vous propose de procéder de la sorte. Madame la rapporteure a encore quelques questions qu'elle va synthétiser au maximum pour que vous aussi vous puissiez synthétiser vos réponses. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. On a parlé financement. J'aurais aimé avoir votre avis sur 3 choses. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif tiers financement qui a donc été voté la semaine dernière, et je vois les sourires sur les visages. Qu'est-ce que vous pensez de la question inspirée du rapport de la Cour des comptes sur les collèges et la décentralisation en fait, donc qui dit qu'il serait opportun de déforfaitiser la dotation départementale d'équipement des collèges afin de mettre son montant en cohérence avec les réalités locales.
Et la troisième chose, c'est dans le rapport de marque de 2020 sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Il préconisait de stimuler la participation active de la communauté éducative d'une école à la mise en œuvre d'un projet de bonne gestion de l'énergie à travers des comportements conscients et coopératifs, en faisant bénéficier la caisse des écoles d'une subvention équivalente à une fraction des économies constatées. Que pensez-vous de ces trois possibilités ? Merci. Je propose d'observer le même tour de table que tout à l'heure. J'invite donc la présidente du département de la Drôme, si elle m'entend. C'était synthétique. Qui était synthétique, effectivement, qui nous a dit tout le bien qu'elle pensait du guide du ministère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Alors, par contre, Madame la sénatrice, vous parliez des caisses des écoles. Dans votre dernière remarque, là, votre dernière question, caisse des écoles, vous reportez sur les collèges. J'ai pas compris votre dernière intervention. En fait, non, je vous en prie. Dans le rapport de marque de 2020, il stipule, il préconise de stimuler donc la participation active de la communauté éducative. Et pour ce faire, en fait, il mettrait une fraction des économies constatées dans la caisse des écoles, voilà, en fonction de la fraction qui est d'économie en fait qui est constatée. Il y aurait une sorte de subvention qui irait à la caisse des écoles en fonction de la part qui serait économisée. Ok. Est-ce que c'est transposable au collège, pardon? Oui, c'était bien. Allez. Bonjour, Stéphane Magnien, donc département de la Drôme, directeur des bâtiments. Pour le tiers financement, alors je n'ai pas lu en totalité la loi en fait, mais sur le qui est passé, mais sur effectivement les aspects de faire porter l'investissement effectivement par un tiers et sur lequel on rembourserait en fait a priori sur les économies en fait générées. Plusieurs points peut-être. Le premier point en fait, c'est effectivement si c'est porté par un tiers au niveau de l'investissement, quid du fonds de compensation de TVA en fait, que si la collectivité investissait elle-même, elle récupérerait effectivement au bout de quelques temps en fait, au bout de 2 ans en fait, à peu près 15%. Et puis après, le tiers investissement suggère aussi d'avoir une expertise interne de la collectivité pour effectivement bien suivre ce type de dossier et donc d'éviter effectivement une certaine complexification peut-être en fait de cela. Néanmoins, évidemment, on voit tout de suite l'intérêt par rapport à l'aspect financement en fait que cela peut apporter. Mais voilà, ces 2 points d'attention me semblent importants pour qu'effectivement les collectivités derrière puissent peut-être récupérer cette espèce de fonds de compensation de TVA qu'elles n'auraient pas forcément généré elles-mêmes, puisqu'après la TVA serait portée par le tiers, mais qu'elles seraient à devoir supporter sur le remboursement en fait au niveau des économies. En fait. Voilà. Donc là, c'est un point important. Après, vous parliez de déforfaitiser en fait justement les dotations, ce que demande la Cour des comptes. Ça, je n'ai pas bien saisi en fait ce que ça voulait dire par rapport au territoire. En fait, ce serait vraiment mettre en adéquation la dotation qui est versée en cohérence avec le territoire. Nombre d'élèves en milieu rural, en milieu urbain, pardon. Et ce serait vraiment nombre d'élèves, superficie également des bâtiments. Et ce serait vraiment mettre cette dotation en corrélation par rapport à des données fixées. D'accord. Ça peut engendrer évidemment des distorsions par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'effectivement un collège peut être en fonction de la démographie en fait, justement différent, et puis se rattraper derrière ou pas en fait, justement. Et par contre, les frais fixes parfois des bâtiments sont quand même fixes effectivement pour chauffer en fait et autres, même si aujourd'hui on a de plus en plus recours à la GTB en fait, comme on peut le dire en fait les autres départements. Et qui permet effectivement de réguler salle par salle, mais néanmoins, en fait, cela pourrait effectivement, c'est à examiner selon les critères en fait qui seraient proposés en fait à ce niveau-là. Ensuite, sur le dernier point, sur la stimulation de la communauté éducative au travers d'un intéressement en fait à l'économie,
c'est toujours effectivement des solutions sur lesquelles on imagine aller. Je vais juste vous donner un exemple au niveau du département de la Drôme, puisqu'on s'est posé la question voici déjà presque une petite dizaine d'années, en fait, justement. On avait effectivement tenté la chose. Simplement, on s'est très vite rendu compte que, par exemple, sur un collège de la Drôme, en tout cas, on était à l'époque sur quelque chose d'environ 40 000 euros, en fait, justement, de frais, on va dire, de fonctionnement. Et donc, faire 10% indiquait que, voilà, on aurait 4 000 euros, entre guillemets, à effectivement répartir, en fait, éventuellement. Et cela, en fait, c'est une fois une année, en fait. Je veux dire, c'est pas forcément pérenne, en fait, justement, puisque une fois qu'on a fait l'économie, on va essayer de la maintenir, par contre. Et c'est ce qui donne parfois le plus de travail. Donc, nous, on avait essayé plutôt de travailler sur, je dirais, la valorisation plutôt et la reconnaissance, en fait, du travail à la fois des agents techniques, de la communauté éducative. Et dans ce cadre-là, on avait fait une opération qu'on a appelée CUT, donc les comités utilisateurs techniques éducatifs, où on avait rassemblé à la fois le gestionnaire, à la fois le responsable technique, et puis un peu au-delà, en fait, justement, pour initier et former, en fait, justement, aux économies d'énergie. Et en faisant cela, ils s'étaient tous un petit peu regroupés les uns les autres, en fait, des différents collèges, et on avait trouvé des solutions, en fait, avec eux, pour, par exemple, à l'arrivée des vacances scolaires, couper tout ce qui n'était pas utile, en fait, justement, dans le collège en termes d'alimentation électrique et tout. Et les résultats avaient été plutôt performants, puisqu'on avait réussi à faire plus de 10% d'économie d'énergie, en montant parfois jusqu'à 20% sur, effectivement, l'exploitation. Après, le tout est d'arriver à maintenir, en fait, je dirais, l'éveil sur, effectivement, ces économies d'énergie. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, en fait, avec tout ce que l'on entend sur la sobriété, sur effectivement ces aspects-là, je pense qu'on peut bénéficier d'une bonne dynamique, effectivement, pour relancer, en fait, justement, ces formations et cette stimulation. Donc, sur l'intéressement, oui, mais après, effectivement, c'est la pérennité, en fait, de cet intéressement, en fait, qui peut nous poser question, en fait. Voilà. Très bien, merci. Madame la vice-présidente du département du Nord, également en visioconférence. Madame Citers. Oui, merci, Monsieur le Président. Par rapport au dispositif du tiers financement, alors nous, le fait de faire entrer un acteur supplémentaire dans le format, ça nous paraît être complexifier les choses et peut-être rendre moins fluide et de déposséder selon le cas la collectivité de la maîtrise d'ouvrage. On a dans le cadre, alors pas des collèges, mais dans le cadre d'autres réalisations, ce genre de montage, et on se rend compte que c'est pas évident, mais M. Berthoud va peut-être plus préciser. En parallèle, on est en train de réaliser un PPP pour le regroupement des services départementaux, donc enfin, un contrat de performance. Et donc on est vraiment là, dans le cas présent, à avoir délégué la maîtrise d'ouvrage, et on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté. Et c'est une gestion qui est très différente. On a plutôt tendance à considérer qu'à partir du moment où la collectivité a une maîtrise d'ouvrage d'expertise, il n'y a pas vraiment grand intérêt à la transférer à un tiers. On est aussi, nous, sollicités par des gens du style Energy Sprong qui travaillent plutôt dans le logement social et qui partent du principe que le modèle permet d'industrialiser, et cette industrialisation permet de faire baisser les coûts et d'améliorer la rentabilité. Au niveau des collèges, en tout cas ceux du département du Nord, même les collèges dits béton qui ont été construits par vague entière, on est toujours sur des éléments qui sont différents, et je doute vraiment très fortement qu'il puisse y avoir une forme de rentabilité et un traitement homogène qui puisse aller dans ce sens-là, et imaginer que l'économie d'énergie par elle-même va financer la totalité de l'opération. Encore une fois, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, l'économie d'énergie en tant que telle, ça représente, enfin les travaux d'économie représentent pour un collège normalement de l'ordre de 25 à 30% du montant global de l'opération. Et dans ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais effectivement oublié le désamiantage, qui est aussi toujours un sujet qui vient complexifier les opérations. Voilà pour ce premier point. Pour déforfaitiser les dotations, c'est pareil, moi je n'avais pas vraiment compris la question. Nous aujourd'hui,
On prend déjà en compte le nombre d'élèves, et bien sûr, dans l'établissement, le taux d'occupation de l'établissement, les historiques de consommation d'énergie. Donc, on va sur 3 ans, il me semble. Ce qui fait que la dotation est toujours actualisée. C'est toujours réactualisé d'année en année, voilà, et on a... du coup, j'arrive pas à comprendre votre question par rapport à ça, en sachant aussi que par rapport à la question qui suivait sur le fait d'accompagner les équipes et de voir comment on pouvait faire revenir, pareil au niveau des dotations, nous, quand les collèges font des économies, on leur laisse la dotation. Donc, en fait, elles ont toujours intérêt à faire des économies parce qu'on ne vient pas rechercher la part économisée, en quelque sorte. Et après, on travaille beaucoup avec les équipes pédagogiques et les équipes des collèges avec notre programme éducatif du collégien, où on a vraiment des items qui sont spécialisés dans tout ce qui est mis en œuvre de bonnes pratiques. On a voté ici dernièrement un nouvel appel à projet sur Mon Collège Durable, donc là qui va permettre au collège de venir à nouveau déposer des dossiers et être financé sur du matériel. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a un nouveau contrat de performance énergétique qui, en fait, oblige les exploitants à faire des économies et qui sont intéressés sur les économies qui sont faites. Donc, tout ça fait que c'est vrai qu'au niveau du collège, il y a une mobilisation vraiment à tous les niveaux. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Si, vous avez répondu en fait par un autre système, mais au final, vous dites que vous avez donc votre système à vous, c'est la dotation, elle ne bouge pas, peu importe l'économie réalisée, en fait, vous versez toujours la même chose, quoi. On laisse à l'établissement l'économie qu'elle a faite, on lui laisse, donc voilà. Et on réactualise tous les ans les dotations. Donc c'est vrai qu'on est au plus près. Bon, aujourd'hui, pas se mentir, on est plutôt à remettre au pot, j'imagine, comme les collègues qui sont autour de la table, avec l'augmentation des fluides, avec l'augmentation de beaucoup de choses. Hein. On parle que du bâti aujourd'hui, mais on pourrait parler aussi de l'alimentation. Enfin, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est plutôt toujours à remettre un peu, parce que malgré le fait que les collèges sont vraiment engagés et sont vraiment dans des économies d'énergie aujourd'hui, malgré leurs économies d'énergie, mais la hausse des fluides, on est quand même toujours, ils sont toujours en décalage, et c'est souvent ce qui est très frustrant pour les collèges, et c'est souvent ce qui nous est remonté, c'est qu'il y a énormément d'actions qui sont mises en œuvre pour les bonnes pratiques, pour les économies d'énergie, etc. Et aujourd'hui, malgré tout ça, et à cause de cette flambée des prix, voilà, les factures augmentent, et on est plutôt toujours à devoir quand même aider les collèges, malgré tout, sur ce volet-là. Un petit élément de contexte, au département du Nord, ce sont les collèges qui payent, eux, directement leurs factures. Je sais qu'il y a un certain nombre de départements pour lesquels les départements ont recentré le paiement des factures de fluide, ce qui, du coup, engendre un pilotage de l'activité qui n'est pas la même. Aujourd'hui, c'est nous qui souscrivons le contrat pour l'ensemble des collèges, mais c'est eux qui payent directement la facture. D'où l'adaptation de la dotation. Merci. Madame Dumoulassi. Oui, donc sur la question de la dotation, si votre question c'est comment le département distribue ses dotations de fonctionnement et non pas de l'État, hein, c'est celle du département, nous avons centralisé depuis déjà 10 ans de façon progressive l'eau, l'électricité, les gaz, les contrats de maintenance, ce qui fait qu'il ne reste plus grand-chose en fait à la charge des collèges. Et par exemple, quand on voit que nous aussi on a eu une flambée des coûts de l'énergie, puisque c'est
passé de 8,6 millions en 2022 à peu près, on estime à 20 millions en 2023, ce sera directement porté exclusivement par le département et ce ne sera pas supporté par les collèges. Hein. Et donc, on a aussi une dotation qui est en fonction du nombre d'élèves et puis du mètre carré. Et on est en réflexion justement aujourd'hui pour la faire évoluer pour qu'elle soit adaptée au plus juste de la réalité. Sur le fonctionnement donc, des écoles, alors vous savez que les écoles, c'est pas comme les collèges. Hein. Les collèges ont sa propre autonomie, son propre budget. C'est vrai que la caisse des écoles peut être alimentée de façon... Oui. Non, mais oui, mais en fait, ce qui est proposé pour la caisse des écoles, il peut être, je pense que c'est pas forcément aussi facile que pour les collèges. Nous, on travaille aussi par le concours QBES. Hein, donc, on a 32 collèges qui ont participé depuis 2017. Et donc, il y a un concours. On a d'ailleurs plusieurs collèges qui ont gagné. Donc, il y a ce travail qui est fait. Donc, on n'imagine pas forcément... après, on a des appels à projets, on a des concours, mais pas forcément un retour, vous comprendrez bien. Et sur la question qui est plus technique, il y a Benoît qui va prendre la parole. Donc oui, sur la question du tiers financement, donc effectivement, nous on avait eu, dans le cadre de l'élaboration de la proposition de loi, on avait eu des échanges avec l'administration, avec des parlementaires sur l'intérêt du dispositif qui était proposé. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir à titre expérimental une dérogation à l'interdiction du paiement différé dans les marchés globaux de performance. En fait, concrètement, ça revient à transférer la responsabilité du financement à un groupement qui est en charge de la mise en œuvre d'un marché global de performance. C'est-à-dire qu'en fait, on confie à un opérateur qui est quand même normalement plutôt un opérateur technique. Alors en général, c'est un groupement avec un maître d'œuvre, un constructeur et un mainteneur. On confie à ce groupement la responsabilité du financement des travaux d'efficacité énergétique. Et en fait, concrètement, ça veut dire qu'on va transférer la responsabilité du financement au constructeur, parce que c'est lui qui a le plus gros bilan en général. On a déjà un petit doute sur le fait que les constructeurs seront intéressés à porter sur leur bilan le financement de ce genre d'opération. Par ailleurs, s'ils ne le font pas sur leur bilan et s'ils mettent en place des structures de financement un peu plus élaborées, type financement de projet, on va se retrouver exactement dans la même situation que les marchés de partenariat. Et on voit d'ailleurs que on est sur un dispositif qui est assez similaire au marché de partenariat. Alors il y a la question de la maîtrise d'ouvrage en fait qui est un peu spécifique, c'est-à-dire que dans un MGP, c'est l'autorité publique qui est maître d'ouvrage. Dans un marché de partenariat, c'est le privé qui est maître d'ouvrage. Mais in fine, une fois qu'on transfère la responsabilité de ce financement, en fait, quand on met en œuvre des PPP, il y a beaucoup des spécificités du PPP qui sont liées à cette question de responsabilité de financement, en fait. Parce que la responsabilité du financement et toutes les contraintes liées au financement, et notamment toutes les contraintes qui sont imposées par les prêteurs, vont se retrouver dans la gestion du contrat de manière très forte. Et bien entendu, la problématique qu'on aura, comme pour les marchés de partenariat, c'est que ce financement a un coût. Et même si on arrive à mobiliser des dettes dans des conditions relativement favorables, notamment via la Banque des Territoires, qui peut se positionner même sur des schémas avec du financement privé, il y a quand même la rentabilité des actionnaires qui est incontournable et qui renchérit de manière importante le dispositif. On voit d'ailleurs que les conditions de recours à ce marché global de performance expérimentale ont été alignées sur les conditions de recours du marché de partenariat avec évaluation préalable, étude de soutenabilité budgétaire. Nous, on a du mal à voir en quoi ce dispositif va être additionnel par rapport à un marché de partenariat, en fait, qui est déjà un outil qui existe et qui n'a pas vraiment fait ses preuves dans le domaine bâtimentaire, d'autant plus pour des travaux qui, par nature, là, sur la rénovation énergétique, vont être des travaux sur plusieurs sites de réhabilitation en site occupé, donc c'est-à-dire avec des élèves dans l'établissement, donc beaucoup de problématiques opérationnelles pour la mise en œuvre de ces contrats qui font que, on va dire, même si on tente l'expérience, on risque quand même de se retrouver dans des situations un petit peu compliquées en mise en œuvre opérationnelle. Pour aller jusqu'au bout, nous, sur le sujet du financement, parce qu'effectivement, la question du financement privé ne doit pas non plus se balayer d'un revers de main, puisqu'on voit bien qu'on a du mal à financer, même dans les Yvelines, on a du mal à financer l'intégralité de notre plan de rénovation énergétique. Et donc du coup, par définition, ailleurs, ça va être encore plus compliqué. Nous, la réflexion qu'on avait tournait plutôt autour de l'adaptation des schémas d'économie mixte, notamment une adaptation des schémas de CEMOP,
avec comme idée la possibilité de sélectionner un investisseur financier pour pouvoir participer à cette CEMOP et de distinguer la sélection de cet opérateur financier de la sélection de l'opérateur technique, puisque dans la mise en œuvre des marchés de partenariat, on a souvent ce problème de devoir sélectionner tout le monde en même temps et de confier à un groupement, on va dire, d'opérateurs techniques la responsabilité de la mobilisation du financement. Donc nous, sur le volet financement privé, c'est plutôt sur ce type de réflexion, d'adaptation des CEMOP qu'on avait orienté un peu notre réflexion. Très bien, je rappelle que c'est optionnel, hein, ce tiers financement. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Oui, par rapport à ce tiers financement, c'est optionnel en effet. Le département des Hauts-de-Seine retient cette formule qui paye décide. C'est-à-dire que demain, s'il y a un tiers financeur, nous craignons de ne plus maîtriser, de décider quoi que ce soit. Donc c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, enfin c'est ce qui nous préoccupe pas tant que ça, puisque comme vous le disiez, Monsieur le Président, nous avons le choix d'y aller ou pas. Donc aujourd'hui, je ne vous dirai pas si on ira ou pas, et ça vous intéresse peut-être pas, mais voilà ce qui nous interroge. Nous voulons garder la maîtrise de nos actions en termes de financement sur ces grosses opérations, puisque ça reste quand même de très grosses opérations. Voilà, donc tu compléteras peut-être sur le tiers financement. Peut-être pour finir sur le sujet. Alors, ce dont nous parlons, c'est d'un marché global de performance. Donc, vu les coûts de développement, que ce soit pour les personnes publiques ou pour les entreprises, les candidats, les entreprises privées, pour ce type de contrat, moi j'ai en tête que là on parle de massification et de regroupement d'opérations de montants assez conséquents sur plusieurs, ça a été dit d'ailleurs par d'autres, sur plusieurs sites, plusieurs collèges, pour des montants de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Côté département de Seine, nous avons tenté, parce que nous avons arrêté au bout d'un moment, de faire un contrat de performance énergétique sur nos 21 collèges à 150 millions et de massifier. Et il n'y avait pas la problématique du financement, parce qu'on imaginait pouvoir en assurer le financement sur plusieurs années, en 3-4 ans. La procédure a été déclarée sans suite, parce qu'en fait, le marché a jugé le sujet trop complexe en termes de maîtrise d'ouvrage. C'était l'aspect multisite, c'est-à-dire 21 sites en même temps, des travaux réalisés pas exclusivement l'été, mais beaucoup sur les vacances scolaires, en site occupé. Et finalement, nous n'avons pas eu d'offres satisfaisantes. Enfin, plus précisément, nous en avons eu deux. Une qui était dans l'estimation, mais très en dessous en termes de performance attendue par rapport notamment aux objectifs du décret tertiaire, et une deuxième qui était quasiment au double de notre estimation. Donc, le retour d'expérience de cette procédure qu'on a arrêtée, et là on est en train de réfléchir à une autre stratégie, à y repartir autrement, c'est que, en fait, s'engager sur, parce que là il s'agissait de contrats de longue durée, en l'occurrence de 10 à 15 ans, s'engager aujourd'hui sur une période à 10 à 15 ans pour réaliser des travaux sur du multisite, les entreprises n'ont pas assez de retour d'expérience et elles n'ont pas envie de prendre le risque, tout simplement. Et donc, concrètement, aujourd'hui, à ce stade, côté département des Hauts-de-Seine, nous considérons que la question n'est pas tant celle du financement dans un marché global de performance. C'est ce que vient de dire Bonagars. D'ailleurs, nous avons l'expérience, nous avons 2 contrats de partenariat, enfin 2 marchés de partenariat, de PPP, 6 marchés globaux de performance. Nous souhaitons avoir la maîtrise de ces opérations, de pouvoir ajuster en fonction du savoir, de l'expertise des uns et des autres, notre programme d'investissement et pouvoir le dérouler en fait en opportunité. Si on contractualise la globalité sur 15 ans, on confie en fait aux partenaires privés la responsabilité des moyens pour atteindre certains objectifs que nous aurons définis, mais s'il ne l'atteint pas, que se passe-t-il? Et donc la question en fait du financement à ce stade, en ce qui nous concerne, n'est pas prépondérante. Et d'ailleurs, enfin, nous en sommes plutôt à ce stade à envisager pour les prochaines années de lancer des opérations individuelles pour justement pouvoir acquérir de l'expertise, tester des choses peut-être un peu différentes, et pour peut-être dans un deuxième temps peut-être massifier. Mais ça nous paraît trop risqué, pas que financièrement, de tout lancer en une seule fois. D'autant que nous n'avons pas eu d'offre. Mais bon.
Je reprends la parole en ce qui concerne les dotations de fonctionnement. Donc, comme dans le 78, nous avons repris depuis 2017, nous avons repris tous les contrats. Ça a commencé par les fluides, le chauffage, les toits terrasses, le SSI, les ascenseurs, les portails. Voilà, nous avons tout repris déjà pour massifier et aussi pour faire des économies en termes d'achat. Et pour alléger certains gestionnaires qui avaient quand même du mal et certains prestataires voilà, savaient qu'ils s'adressaient à un collège, non pas à plusieurs, donc s'en donner à cœur joie au niveau des prestations et surtout des prix. Donc nous avons tout repris. Depuis 2017, donc ça n'intervient pas donc sur la pédagogie. La dotation reste entière et il n'y a plus de problème de financement de ce côté-là. Terminons ce tour de table avec Monsieur Éric Ferrer. Puissiez-vous nous donner de bonnes informations s'agissant du tiers financement? Sur le tiers financement, donc pour la rénovation du bâti scolaire, bon, cette loi est récente, hein, puisque apparemment elle a été adoptée ce mois même, hein, donc je crois que c'est le 9 mars. Donc d'emblée, donc ça paraît pour nous comme un bon dispositif, donc il faut qu'on rentre vraiment là-dedans pour savoir si on peut l'utiliser, en tout cas tirer bon parti de ce que cette loi nous apporte. Je ne pourrais en dire plus pour le moment, mais sur la deuxième question qui était relative justement à l'implication, à la participation notamment de notre jeunesse, je crois que il y avait deux questions, et donc je pourrais dire que nous sommes conscients de l'importance d'éduquer donc des jeunes générations aux enjeux de transition écologique et solidaire. Le département renforcera donc ses actions de sensibilisation auprès des collégiens sur plusieurs thématiques. La thématique, bien sûr, de sensibilisation aux économies d'énergie dans le cadre du challenge départemental de sensibilisation aux économies d'énergie en partenariat ici avec l'EDF et Sciences Réunion, mais pas que ça, mais aussi la connaissance et la protection de la biodiversité. Je suis moi-même le président du Parc national de La Réunion, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous savez que c'est un enjeu majeur pour nous, cette protection de notre biodiversité endémique et indigène, et surtout aller dans le sens de cette reconquête de notre biodiversité qui, depuis la colonisation de l'île, est en perte de vitesse. Et donc cette connaissance et protection de la biodiversité grâce à une dotation permettant aux collégiens de disposer au sein des établissements d'un arboretum, d'espèces indigènes et endémiques et d'un rucher. Il faut savoir aussi que le département a lancé le plan d'1 million d'arbres donc, sur l'ensemble des communes de l'île. Et donc toutes les communes s'y sont mises pour pouvoir justement reconquérir cette biodiversité-là. Mais ça part aussi sur la réduction des déchets issus de la restauration scolaire, et promotion au bien manger local, avec des visites d'exploitation agricole accompagnées, des distributions de paniers de fruits aux élèves. Par ailleurs, le département interagit avec de nombreux enfants et adolescents, voire jeunes adultes, dans ses propres structures et celles qu'il finance. Dans ce cadre, la prise en compte du développement durable est renforcée à travers des expérimentations visant à augmenter la part des produits bio, locaux ou issus de l'agriculture raisonnée dans l'alimentation, des ateliers, des activités de sensibilisation aux métiers de la nature, aussi des actions sur les déchets. Voilà, donc on n'abordera pas ça seulement, on n'impliquera pas les jeunes seulement sur la thématique de l'énergie, mais aussi sur l'ensemble des thématiques qui entrent, bien entendu, dans le cadre du développement durable. Très bien, merci beaucoup. À présent, je passe la parole à mes collègues. Madame Monnier, si vous voulez bien prendre la parole. Merci. Et Monsieur le Président, je prie de m'excuser, j'ai une autre réunion, donc je ne pourrai pas écouter la réponse. Mais vous êtes tout excusé, mais nous, là, voilà, c'est enregistré, donc il n'y a pas de sujet.
Je crois que c'est les représentants de la Réunion qui ont parlé un petit peu d'amiante. Moi, j'aurais aimé savoir il y a encore aujourd'hui des collèges dont l'état est préoccupant pour la sécurité santé des personnels et des élèves. Je pense à ceux qui sont type Pailleron. Et puis, comme vous l'avez soulevé, amiante ou plomb. Et puis, une deuxième question sur les finances, parce que vous en avez parlé les uns et les autres, particulièrement en ce qui concerne le fonds vert, que ça ne correspondait pas à vos attentes, que les appels à projets étaient compliqués à monter, et surtout en peu de temps. Moi, j'aimerais savoir quelles seraient vos propositions sur ce sujet-là pour avoir plus facilement accès à des ressources financières, parce qu'il faut bien arriver à arriver à cet objectif de réduction de consommation énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres collègues souhaitant s'exprimer à ce stade? Non. Concernant, s'il vous plaît, concernant donc l'amiante, donc je vais quand même passer la parole à notre directeur donc, du bâtiment pour apporter quelques précisions. Donc effectivement, nous avons beaucoup de collèges avec de l'amiante. Alors pour répondre à votre question, il n'y a pas de problème de santé. On n'est pas sur de l'amiante libre. On est sur de l'amiante en fait et qui est dans des matériaux. Donc ça veut dire que tant qu'on n'y touche pas, il n'y a pas de danger et tant qu'on ne les perce pas. Donc aujourd'hui, on a fait un recensement précis de l'amiante. Les collèges savent ce qu'ils peuvent faire ou pas comme travaux. Et dès lors qu'on ne fait pas de travaux, en fait, il n'y a strictement aucun danger. Quand on fait des travaux, par contre, on fait un plan en fait, pour enlever cette amiante. Très bien. Et vous voulez compléter là, parce que la question c'était surtout pour la Réunion, hein, mais... C'était pas que pour la Réunion, c'est pour l'ensemble. Et les collèges Pailleron, enfin les établissements de type Pailleron, j'avais posé la question, quelqu'un qui n'avait pas pu me répondre parce que c'était du ministère, je crois, justement, parce qu'il expliquait que lui n'était pas détenteur des établissements à juste titre et que donc il ne pouvait pas. Donc voilà. Qui souhaite compléter? Enfin, première chose, sur l'amiante, même réponse que le collègue de la Réunion. Il y en a assez peu. Et puis le programme d'investissement, enfin, dans le département des Hauts-de-Seine, où on a refait 32 collèges en 15 ans. Donc ça nous a permis de réduire de façon très très substantielle le nombre de collèges dans lesquels il y a de l'amiante. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais en tout cas, les situations les plus difficiles ont été traitées. Et puis concernant les Paillerons, enfin, nous n'en avons pas. Et d'ailleurs, Nathalie Landry l'a dit tout à l'heure, nous avons repris aussi les contrats de sécurité incendie de système SSI, pour cette raison-là, parce qu'en fait, dans les collèges, ils n'avaient plus l'expertise pour piloter ces contrats. Ce sont des objets de plus en plus complexes, donc c'est le choix qu'on a fait. Les ascenseurs, la même chose, avec toutes les obligations réglementaires qui sont apparues et qui sont renforcées ces dernières années à juste titre. Nous avions des défaillances majeures dans le suivi contractuel, et c'est pour ça qu'on a tout repris. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de risque, c'est pas la question, mais... Jean-Paul Prince. Oui, tout à l'heure, vous avez dit, madame, que vous aviez payé 10 fois plus de coûts d'énergie dans l'année. C'est pas ça? De 2 millions à 20 millions? De 8 à 20. C'est déjà pas mal. Et partout ailleurs, c'est à peu près la même chose? Nous, ça passe de 15 à 36. Entre 22 Donc vous 23. avez doublé, pratiquement. Enfin, oui, plus de doublé. Alors même que notre énergie, nous l'achetons en Ile-de-France via le CIPEREC et le CIGEF, qui sont deux syndicats intercollectivités. Donc c'est CIPEREC, 150 collectivités. Et le tarif a augmenté effectivement de... je peux retrouver les chiffres si vous voulez exacts, parce que je les ai là. Du coût du... voilà, pour le gaz, donc le CIGEF, qui est un syndicat où il y a plus d'une centaine de collectivités en Ile-de-France, donc le mégawattheure est passé de 16 € à 138 € au 1er janvier. Et pour l'électricité, donc le CIPEREC, plus de 150 collectivités en Ile-de-France, le mégawattheure est passé de 177 € à 370 € au 1er janvier. Sachant que ce sont des appels d'offres collectifs et de la massification. Enfin, Monsieur le sénateur, si vous voulez, Marion Nahan, conseillère éducation jeunesse chez Départements de France, nous pourrons vous faire passer l'enquête qu'on a réalisée auprès des départements. On a des variations très très importantes, de 0 à plus de 450% d'augmentation.
en fonction de la nature de l'énergie. Hein. Si on est sur du gaz, alors là, il y a des augmentations à 3 chiffres. Si on est sur de l'électricité, si on est sur de la biomasse, si on est sur... Voilà. En fonction des contrats, effectivement, vous le disiez très justement, monsieur le directeur, et puis en fonction des territoires, avec des différences importantes au sein même de certains départements, d'un établissement à l'autre, en fonction notamment de l'état de vétusté, par exemple. Donc on vous transmettra bien évidemment les éléments, mais sachez que c'est très variable, et on a des départements qui nous disent que pour l'instant, ils n'ont rien vu, entre guillemets, sur les factures, étant donné qu'ils étaient sur des contrats pluriannuels, mais que là, ils tendent vraiment le dos, parce que les contrats arrivent à échéance et qu'ils vont devoir relancer des appels d'offres. Voilà. Merci, ça nous intéresse. Madame la présidente Mouton voulait s'exprimer, me semble-t-il. Merci. Simplement, pour reprendre ce que disait Marion Nahan, pour la Drôme en tous les cas, et ça dépend un petit peu le type de chauffage que l'on a et d'énergie dans l'ensemble de nos établissements. Effectivement, c'est 300% pour les dépenses de gaz. Nous, grosso modo, et en fonction des contrats qu'on avait à renouveler, on est plutôt sur un doublement du coût aujourd'hui dans l'ensemble de nos établissements à l'échelle de la Drôme. Je voulais aussi rassurer, en tout cas la sénatrice drômoise qui a dû vous quitter maintenant, il n'y a pas d'établissement type Aéron dans la Drôme. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, évidemment, en France. Et on a le souci aussi, à chaque fois qu'on a des rénovations, plutôt que encapsuler, par exemple, l'amiante, c'est de l'évacuer. Alors oui, ça a un coût, mais une fois qu'on l'a fait, voilà, c'est plus à faire, on n'a plus y revenir, et quelles que soient les restructurations à venir, on sait qu'on s'est débarrassé d'un problème important. Voilà. Et pour revenir aussi sur les financements, et ce qu'a soulevé ensuite Marie-Pierre Monnier tout à l'heure, nous, on trouverait plutôt bien qu'il y ait un système type prime rénov', c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des crédits qui sont portés par l'État. On est éligible ou on n'est pas éligible, mais on sait qu'au moment où on va les faire, on pourra y répondre dans les 2-3 années qui viennent. Hein. Mais en tout cas, quelque chose qui soit lisible pour les départements et qui permette de pouvoir y prétendre. Si c'est la priorité de l'État, une fois sur, je sais pas moi, sur le relamping, une fois sur autre chose, mais en tout cas d'avoir une enveloppe et des notions, des critères d'éligibilité pour aller postuler et candidater sur ces crédits. Merci. J'insiste un peu lourdement, mais il apparaît que le coût d'énergie a énormément diminué. Donc, est-ce que vous pensez que dans vos contrats, ça va diminuer également? Est-ce que c'est des contrats révisables ou pas? Oui, ils sont révisables une fois par an. Mais effectivement, une fois par an. Et oui. Mais parce que donc, si ça baisse maintenant, vous en avez pour toute l'année. Exactement, mais c'était parce que personne, enfin je veux le dire, je ne peux pas parler au nom des collectivités d'Île-de-France, mais jusqu'à présent, le gain économique d'acheter, je parle de l'électricité par exemple, d'acheter au Sibérec, il était très important. C'est-à-dire qu'on avait un coût d'énergie extrêmement peu cher, inatteignable d'ailleurs en faisant notre propre appel d'offres, mais avec effectivement une clause d'actualisation annuelle au 1er janvier. Enfin, peut-être aussi là-dessus, il y a des collectivités qui ont dû renouveler des contrats d'approvisionnement en gaz au moment où les tarifs étaient les plus élevés. Et donc, on voyait les évolutions de tarifs de marché qui ont pu aller jusqu'à x10 en fait sur les tarifs du gaz. Là, dans la stratégie d'achat du CIGEIF, ils ont acheté des volumes progressivement en cours d'année pour pouvoir sécuriser un tarif 2023 qui n'était pas non plus le tarif, parce que là, on parle de x3, mais en fait, si on regarde les tarifs de marché, on aurait pu être dans une situation qui était encore plus difficile en fait. Bien, s'il n'y a plus de questions, moi il me reste, avant de vous remercier, de constater, mais je ne l'ai pas appris ce soir, pas plus que mes collègues, que les départements n'ont pas attendu une loi, un contexte ou une conjoncture particulière pour s'engager sur le chemin de la transition écologique. J'observe aussi avec satisfaction qu'ils n'ont aucun souci dans le domaine de l'ingénierie, à la différence de ce que peuvent rencontrer certaines communes de petite taille. Et je conclurai en rappelant néanmoins, même parce que je l'ai voté cette loi sur le tiers financement, que et d'ailleurs elle a été votée à une large majorité, que dans le tiers financement, la maîtrise d'ouvrage reste à la collectivité.
Hein, c'est juste une dérogation au paiement différé. Et que ça peut être, bon, c'est optionnel, je l'ai dit, mais ça peut être une... Les départements ne sont pas homogènes, vous le savez mieux que moi. Ça peut être pour certains départements une manière de faire pertinente. Voilà, merci encore pour votre disponibilité et vos apports dans ce débat très intéressant. Bonne soirée et bon retour. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.